J'avais vraiment peur de ce que la saison 2 de Squid Game allait nous raconter. Le risque de tomber dans une simple répétition, mais en moins bien, était grand. Pourtant, à ma grande surprise, la qualité est toujours au rendez-vous. Et même au-delà. Cette nouvelle saison frappe très fort non seulement par ses nombreuses qualités techniques, mais surtout par la profondeur de son propos. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on plonge ensemble dans cette suite très attendue de Squid Game. Et oui, avec les fêtes, le Père Noël, tout ça, la vidéo arrive avec quelques jours de retard. Mais finalement ça tombe plutôt bien, car plutôt que de vous livrer une simple critique comme beaucoup de mes camarades youtubeurs, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de vous proposer une analyse approfondie de la série, et surtout de cette deuxième saison. Ceux qui connaissent la chaîne le savent, j'ai une grande affection pour les pépites venues de Corée du Sud. Les décortiquer pour en saisir chaque détail est toujours un plaisir. D'ailleurs, je vous renvoie à ma playlist dédiée si jamais ça vous intéresse. Et cette saison 2 de Squid Game m'a énormément inspiré. Chaque épisode nous emmène un peu plus loin sur la nouvelle voie tracée par le showrunner. Évidemment, la série reste de qualité irréprochable sur le plan technique, une réalisation aux petits oignons, des cadrages et une mise en scène toujours aussi soignée, ainsi qu'une production design de très grande qualité, et même un casting que je dirais encore meilleur que dans la saison précédente, ainsi qu'une bande originale brillamment réutilisée et même réorchestrée par moments pour accompagner cette nouvelle saison. Mais ce qui fait vraiment briller cette saison, c'est son écriture, et même si le rythme est parfois un peu inégal, la série est parvenue à se renouveler au-delà de toute attente. Là où la première saison explorait la déchéance humaine à travers les joueurs et les spectateurs ultra riches et pervers, cette suite raconte presque une toute autre histoire. On assiste à l'ascension de Ji-Hoon, de déchet sans but, il devient alors un véritable héros avec un objectif clair. Les jeux, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ne véhiculent plus les mêmes messages, et les nouveaux personnages introduits incarnent à eux seuls toute la puissance de cette nouvelle saison. Dans cette vidéo, on va donc analyser en détail ces éléments qui, selon moi, rendent ce retour si marquant. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque aspect de cette saison, des personnages au jeu en passant par l'écriture et même les thématiques, s'emboîtent parfaitement pour raconter une histoire cohérente et captivante. Et je le répète à chaque fois, mais les Coréens sont vraiment au-dessus du lot. Chaque partie de cette vidéo s'inscrira donc dans une progression logique qui, au final, nous mène là où la série veut nous mener. Et si vous restez jusqu'au bout, déjà merci, et on abordera une partie théorie pour explorer ce que la dernière saison, déjà tournée et prévue pour 2025, pourrait nous raconter. Personnellement, je parie sur une sortie pour l'été prochain, à l'image de la stratégie de Netflix avec la créature de Kyong-Song par exemple. La première saison sortie à Noël et la suivante pendant l'été. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez si la vidéo vous plaît, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison. Quand on découvrait Ji-Hoon au début de la série, il n'était plus que l'ombre de lui-même, brisé, criblé de dettes, un père indigne et même absent, et un véritable poids, humain comme financier pour sa pauvre mère malade. Puis, à travers les jeux du Squid Game, il survit avec une chance indécente mais en ressort marqué par un traumatisme profond et une culpabilité écrasante. Sa victoire, loin de le libérer, a laissé derrière elle des pertes humaines dévastatrices, la mort de son ami d'enfance et, par exemple, et surtout celle de sa mère qu'il n'a pas pu sauver. À la fin de la première saison, Ji-Hoon avait choisi de renoncer à la paix et au bonheur familial, incapable de tourner la page. Après des mois passés à essayer de se reconstruire et de racheter à sa manière les vies sacrifiées pour sa survie, il recroisait finalement l'homme Dakji, celui qui avait changé son destin. Et ce choix final de renoncer au bonheur l'a plongé dans un vide encore plus profond, un vide qui semble presque l'avoir détruit en ce début de saison. Et c'est là que la référence à Matrix s'impose, celle faite dans le premier épisode, le choix entre la pilule bleue et la rouge. Accepter la matrice, ici le système, poursuivre sa vie dans une illusion de bonheur ou, au contraire, refuser l'ordre établi et embrasser une souffrance liée à cette mission supérieure. Une référence parfaitement adaptée dans ce contexte, et si en plus ça donne envie à certains de revoir Matrix, c'est tout bénef. Ainsi, au début de cette nouvelle saison, Ji-Hoon vit reclus dans un vieux love hotel en ruine. Malade, il dépense tout son argent auprès de son ancien usurier pour tenter de retrouver l'homme au costume. À première vue, cette relation semble assez malsaine, faite de pitié et de manipulation, et donc d'intérêt avec l'argent. Mais très vite, on comprend que cette épave, que l'on appelle déchet, comme le font les organisateurs de jeux, a en réalité repris sa vie en main. Ce mode de vie d'ermite, au-delà de refléter son obsession, illustre une évolution remarquable. Autrefois réellement bon à rien, Ji-Hoon s'est entraîné à affûter son esprit et a même planifié une stratégie méticuleuse pour mettre fin au jeu. Mais sa mission dépasse la simple destruction de cette organisation malveillante. Il continue notamment d'honorer les promesses faites à ses amis, tout en refusant d'impliquer sa famille. Par exemple, il dépense sans compter pour réunir la famille de Sebyok, son petit frère et leur mère toujours en Corée du Nord, confiant le garçon à sa vieille voisine, la mère de son ami d'enfance vue dans la saison précédente. Un détail qui renforce toutefois la thématique majeure de la saison, l'humain. Et tout bascule à nouveau pour Ji-Hoon lorsqu'il retrouve l'homme en costume, le joueur de Dakji, qui au passage a vu sa voix française changer.
mais pour le mieux. Après quelques séquences amusantes où il est traqué par les deux voyous à travers tout Séoul, on découvre que l'homme recrute désormais des joueurs d'une façon différente et originale, mais tout aussi logique, proposant un choix, de la nourriture ou des jeux à gratter avec une infime chance de gagner. Ce système, au-delà de faire référence à la Rome antique, avec le pain et les jeux dans l'arène, reflète parfaitement la vision cynique des organisateurs des jeux. La scène montre que face à un choix entre une maigre consolation immédiate et un espoir vain, presque tous optent pour ce dernier. Cette nouvelle méthode, moins brutale que les gifs de la première saison, est tout aussi percutante pourtant. D'ailleurs, détail amusant, les mains calleuses de l'homme au costume pourraient suggérer qu'il en a vraiment mis beaucoup des baffes. Ce procédé, bien que cruel, est aussi et surtout une démonstration pour ses poursuivants, qu'il avait carrément repéré dès le départ. Les organisateurs justifient les jeux comme une épreuve de la faiblesse humaine. Ces déchets préfèrent rêver à un avenir impossible plutôt que s'assurer un minimum de bien-être immédiat. Pourtant, juste après, cette vision est contrebalancée par d'autres scènes, comme celle de la roulette russe par exemple. Ce moment intense se termine par un acte profondément humain et désintéressé lorsque le chef de gang se sacrifie pour son ami, qui est pourtant son subalterne. Une séquence qui montre que même dans les pires conditions, l'humanité peut émerger. Et c'est précisément là que réside la transformation de Ji-hoon. Contrairement à la première saison où il n'était qu'un homme perdu, il revient ici avec un objectif clair. Agir. Il ne participe plus uniquement pour lui-même. Rongé par la culpabilité, mais porté par une nouvelle conviction, il devient un leader, rassemblant même des alliés autour de lui. On voit cette évolution dans ses interactions avec les autres. Il n'est plus celui qui échouait à protéger ceux qu'il aimait, mais un homme capable de fédérer autour d'une mission commune. Même sa préparation au plan B, à savoir retourner dans les jeux pour les détruire de l'intérieur, illustre cette évolution. Et la comparaison entre les deux photos prises lors de ces deux inscriptions au jeu est frappante. Dans la première saison, son sourire de benet montrait son ignorance face à l'horreur qui l'attendait. Mais désormais, son regard grave et déterminé reflète la transformation d'un simple participant à un héros à l'objectif clair. Et pourtant, Ji-hoon reste humain. Ses blessures subsistent, ainsi que ses doutes, mais c'est cette complexité qui en fait le moteur émotionnel de la saison. Il inspire les gens autour de lui, même ceux qui a priori semblaient perdus. Son ancien créancier est même reconnaissant envers Ji-hoon d'avoir remboursé sa dette. Il se rallie ensuite à sa cause, tout comme son second après sa mort. Le jeune policier vu précédemment finit aussi par le rejoindre, poussé par sa propre quête de vérité et de rédemption, et sa recherche de son frère bien sûr. Après avoir baissé les bras 2 ans plus tôt, en renonçant à son statut d'enquêteur, sa rencontre fortuite avec Ji-hoon le replonge dans sa recherche de son frère, et il rejoint lui aussi le combat. Toutefois, et c'est dommage, il ne parvient pas totalement à faire confiance à Ji-hoon, il refuse notamment de lui révéler la véritable identité du maître du jeu. Certes, il parle de son frère à Ji-hoon, mais ne révèle pas son véritable rôle dans tout ça, ni ne lui montre des photos, et c'est dommage, car ça permettra au maître du jeu d'infiltrer la partie en tant que joueur. Cette saison redéfinit donc les enjeux de la série. Là où la première explorait la déchéance humaine et l'exploitation, cette nouvelle saison se concentre notamment dans sa première partie sur la capacité de se reconstruire, même dans un système brisé. Ji-hoon incarne cette lutte et son parcours reflète l'idée qu'un homme, aussi brisé soit-il, peut changer les choses s'il accepte de se révéler et de lutter pour une cause plus grande que lui-même. Et tout du long de cette saison, Ji-hoon restera fidèle à ses valeurs, à sa mission et même à son destin pourrait-on dire. Il se présente même dans un premier temps comme une sorte d'homme providentiel, connaissant les jeux et pouvant œuvrer à la survie du groupe dans son ensemble. Mais très vite, son statut devient aussi problématique que salvateur. Entre ceux qui ne lui font pas confiance, ceux qui choisissent de ne pas l'écouter et les organisateurs, ainsi, tout du long, malgré les nouveaux enjeux posés par les nouveaux jeux, Ji-hoon fait tout pour rester dans la voie qu'il s'est choisie. Sauf, effectivement, vous avez raison, je vous vois déjà bondir sur vos claviers, oui, à la fin, les jeux d'esprit du maître du jeu arrivent à leur fin. Mais on en reparle juste après, le temps de raccrocher les wagons de l'analyse avec les autres éléments. Les choix de Ji-hoon le poussent donc à prendre son destin en main, mais aussi à influencer celui des autres. Et clairement, la série met en avant de très nombreux nouveaux personnages, qui seront eux aussi extrêmement importants au récit de la seconde saison. À commencer par l'équipe de recherche, avec le flic et tous les autres dont j'ai déjà parlé, mais on découvre surtout une galerie de nouveaux joueurs, tous plus excentriques ou attachants les uns que les autres. Les deux premiers qu'on voit brièvement, c'est le couple avec la fille enceinte. Et là, en à peine 30 secondes, une idée m'est venue. Totalement fausse, mais elle a popé dans mon esprit. Et si l'un devenait un vert, un joueur, et que l'autre devenait un rouge, un soldat, ça aurait été horrible, mais génial. Mais finalement, non, ils se retrouvent tous les deux dans l'arène. Mais cette idée de voir la série du point de vue d'un rouge, c'est quand même réalisé. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs coups de cette saison. Ça ouvre tellement de perspectives pour la troisième. Mais là aussi, j'en reparle un peu plus tard. On découvre donc cette femme qui a fui la Corée du Nord en tant qu'ennemie de l'État, une ancienne soldate déserteuse en gros, et qui vit donc dans la misère. Elle dépense tout son argent pour essayer de faire venir sa fille dans le sud, auprès d'elle. Ainsi on fait la rencontre d'une femme solitaire mais au grand cœur, qui fait un boulot difficile sans se plaindre, vendant de la magie aux enfants. Notamment une petite fille atteinte d'une maladie grave qui passe ses journées dans le parc où travaille son père. Et là on assiste à une belle relation naissante, tendre
et émouvante entre cette femme sans fille et cette petite fille émerveillée par le lapin rose qui lui redonne un peu de joie. Mais ensuite, après avoir versé une petite larme sur le destin tragique de cette petite fille et rencontré son père, la série nous révèle un twist. Et encore une fois, avec une mise en scène et une bande son presque parfaite. Cette femme est en fait une rouge, un triangle, une soldate, une tueuse de sang-froid. Et on apprend qu'elle fait ça depuis longtemps et qu'elle est rodée. À travers elle, on découvre un peu plus des coulisses des jeux ainsi que le complot avec le trafic d'organes qui se déroule en secret. Une intrigue notamment qui prend son temps pour se développer mais qui, elle aussi, sera capitale pour la suite. Et grâce à ce personnage, la série nous offre donc une nouvelle perspective. On suit l'histoire du côté des rouges et cette fois-ci ce ne sont pas des déchets mais des gens travailleurs prêts à tout pour de jolies sommes. On obtient donc enfin plus d'infos sur leur recrutement. Et non, ce n'est pas lié à la couleur du Dagji choisi dans le métro. Désolé. Et chez les Verts, on a aussi quelques phénomènes, comme ce rappeur complètement barré et débile qui se fait appeler Thanos, qui parle un anglais de supermarché, et franchement j'espère que ses raps sont meilleurs en coréen qu'en français. Ce personnage se positionne bien sûr comme la brute insupportable, avec sa petite cour de demeuré. Mais sur un ton plus positif, il y a aussi la vieille femme, survivante de la Corée du Nord, il ne faut pas l'oublier, ainsi que son fils, tous deux attachants, même si parfois un peu malaisants. On rencontre aussi un jeune soldat, expert mondial des osselets, dont le courage sera mis à rude épreuve au fil de la saison. Sans oublier une femme moitié voyante, moitié cinglée, qui alterne entre alliés et adversaires pour Ji-Hoon et son groupe. Un personnage encore peu exploité lui aussi pour le moment, mais qui, comme beaucoup d'autres, prendra tout son sens dans la dernière saison. Et puis, grosse surprise, le meilleur ami de Ji-Hoon fait son retour. On l'avait rapidement découvert au début de la série, alors qu'il était encore un peu moins un loser que son pote, mais tout a changé depuis la disparition de son acolyte il y a 3 ans. Désormais, lui aussi est endetté, divorcé, seul, sans boulot ni famille. On peut même se demander si le maître du jeu a orchestré tout ça pour punir Ji-Hoon, en intégrant dans le jeu la dernière personne proche de lui à qui il n'avait pas encore totalement gâché la vie. Ou alors c'est juste le destin. Mais quoi qu'il en soit, les auteurs ont très bien joué là-dessus. Et je pourrais en dire autant du personnage trans. Et là, je vous entends déjà hurler ou vouloir rage quit la vidéo, mais attendez, laissez-moi m'expliquer. Oui, certes, aujourd'hui c'est normal de se demander si ce genre de personnage a été imposé par Netflix pour respecter une sorte de quota, de diversité ou d'inclusivité forcée, car soyons honnêtes, c'est une réalité, mais là, le showrunner ne l'a pas traité à la manière des bisounours à l'occidental, où ce genre de situation est immédiatement accepté et validé. Non, il a choisi de décrire la réalité, telle qu'elle serait réellement vécue, et notamment en Corée, où il y a encore moins de représentation qu'ici. Et franchement, c'est bien plus efficace. Par exemple, on ressent une gêne sincère quand la vieille dame pose 1000 questions. On comprend qu'elle pense pas à mal, mais qu'elle veut juste comprendre. Et c'est probablement pareil pour beaucoup de spectateurs, même chez nous, en Occident, malgré la surdose de wokisme qu'on nous impose parfois sans saveur ni vraie compréhension des sujets. Ici, la place du personnage trans a du sens, ce n'est pas juste un skin de cassos plaqué sur un stéréotype, mais une femme trans crédible, attachante et avec un vrai passé. Elle a tout dépensé pour obtenir le corps qu'elle désirait, mais elle en a perdu son boulot et ses attaches. Ça en fait un perso crédible et attachant, surtout quand elle se lie d'amitié avec son petit groupe de femmes. On la comprend, on vit sa gêne de par son manque de travaux, on rigole avec elle et on pleure même avec elle parfois. Et oui, même quand elle devient méga badass à la fin, ou juste avant avec son statut de chef naturel durant les jeux, même à la fin quand elle se la joue Rambo, ça a du sens. Car au-delà d'être un perso obligatoire, un quota, elle a un passé, un job rétrograde d'où elle s'est même fait virer, celui de sergent dans les forces spéciales. Et voilà, tout s'explique. Et donc, encore une fois, les Coréens, de par leur indépendance financière, intellectuelle, culturelle ou que sais-je, réussissent encore à nous donner une leçon, nous occidentaux, sur comment bien écrire, même quand Netflix cherche la merde. Car là, en vrai, ça fonctionne dans le récit, donc j'accepte la proposition de l'œuvre. Et je m'excite pas direct à crier au DEI forcé, qui reste une réalité, c'est certain, mais si on me chie pas dessus, j'en parle calmement. Bref, je me suis un peu attardé sur certains cas particuliers, mais beaucoup d'autres nouveaux joueurs sortent du lot à leur manière, comme ce vieux riche criblé de dettes, 10 milliards de won, soit à peine 650 000 euros, ce qui ne fait pas tant après la conversion, ce qui est un peu le problème avec ces sommes qui ont l'air astronomiques alors qu'en fait, pas tant que ça. Ou encore la bimbo qui n'a pas duré longtemps à cause du coup de l'abeille. Mais pas de panique, je ne vais pas tous vous les lister ici. Tout ça pour dire que la série a pris un virage significatif dans la présentation et la caractérisation des personnages. Ils sont tous plus présents, et donc plus attachants ou plus détestables, mais dans tous les cas, ils ne sont plus de simples anonymes. Ces interactions, ces conversations, qui certes peuvent parfois ralentir un peu le rythme, sont essentielles pour créer un réel attachement à tous les personnages, et pas seulement à Ji-Hoon. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont plus juste des randoms qu'on regarde mourir en rigolant. Ici, on se régale aussi de les voir discuter, tisser des liens entre les épreuves et même voter, ce qui est désormais obligatoire entre
entre chaque tour. J'étais littéralement en train de trépigner avec eux en attendant les résultats des votes. Et ça, encore une fois, c'est une preuve de la qualité d'écriture et de la prouesse de faire du neuf avec du recyclé. Donc bravo. Mais évidemment, le changement le plus surprenant dans cette nouvelle série de jeux, c'est l'implication directe du maître du jeu. À première vue, on se dit ok, ça ressemble au vieux de la première saison, il reprend aussi son numéro et on a même droit à la même mise en scène avec le fauteuil, l'écran, l'espèce de théâtre de marionnettes ultra cringe. Bref, ça ressemble beaucoup. Mais cette fois, il ne fait pas qu'observer, le maître s'insère comme un élément perturbateur dans les jeux. Tantôt allié de Ji-hoon, tantôt adversaire secret. Et contrairement au vieux qui voulait juste triper une dernière fois avant de crever, ici le maître continue d'influencer la partie tout en étant au cœur des jeux. Et c'était même génial de le voir par exemple prendre un coup de stress. Vrai ou faux coup de stress, ça c'est à vous de me le dire en commentaire, je garde cette question pour un peu plus tard. Si j'oublie pas. Et quand il finit par sauver ses camarades à la dernière seconde dans un geste totalement inattendu et épique, et je pèse mes mots, la mise en scène de cette séquence était impeccable. Et tant que je suis sur la mise en scène, même la façon dont le numéro 1 est introduit était parfaite, sans trop en faire, tout en étant brillant. En plein vote, on est pris dans le truc presque à oublier ce qu'on nous a montré juste un peu plus tôt, et puis il apparaît de dos pour le vote décisif. Et même nous, on sait pas ce qu'il va voter. Après tout, le vieux avait permis aux joueurs de sortir puis de revenir dans la première saison. Mais là, il fait le choix de voter pour rester et commencer son petit jeu de manipulation avec Ji-hoon. Et quel jeu de manipulation? On parle de niveau mastermind. Son atout majeur, la nouvelle règle du partage des gains. Si les joueurs votent pour arrêter, la cagnotte sera divisée entre eux. Jusque là, ok, pourquoi pas. Sauf que le coup de théâtre et la manipulation, c'est qu'on leur révèle cette possibilité seulement après avoir écouté toutes leurs objections, leurs plaintes et leurs revendications. Et puis, bam, on balance la somme dans cette fameuse tirelire géante qui capte immédiatement toute leur attention. À ce moment-là, les joueurs deviennent presque comme des chiens qui oublient tout dès qu'on leur agite un peu de nourriture. Et donc, leurs objections s'effacent, remplacées par des yeux brillants remplis de rêves de richesse facile. Mais voilà, encore une fois, juste après leur avoir mis l'eau à la bouche, on les fait redescendre brutalement sur Terre. Un premier décompte et ils repartent avec la somme de environ 15 000 €, à savoir que dalle. Et là, évidemment, ils veulent rejouer, mais commencent aussi à comprendre un truc crucial, trop de joueurs ont survécu. Ainsi, la victoire de Ji-hoon se retourne plus ou moins contre lui. S'il n'avait pas sauvé autant de monde au 1, 2, 3 soleil, les cagnottes seraient plus grosses, et peut-être qu'avec le choc, le trauma du carnage, le vote aurait été différent. Ici, il y a moins de morts, donc moins de choc, donc moins de traumatisme, ce qui a probablement fait pencher la balance. C'est un dilemme fascinant, surtout quand on réalise qu'il avait même spoilé la fin, ce qui a réduit l'effet de la surprise, et donc le trauma de l'épreuve. Au final, il les a trop chouchoutés. Et à présent, je vous ai assez fait attendre à les évoquer sans vraiment rentrer dans les détails, les jeux et tous leurs secrets. Mais avant d'en parler, concentrons-nous déjà sur le véritable jeu central, celui qui domine tous les autres dans cette saison, le vote. Cette nouvelle règle, présentée d'abord comme un cadeau, un privilège, voire même une chance, est en réalité le piège parfait, et c'est aussi la leçon la plus brutale pour Ji-hoon. Car, reprenons dans l'ordre, dès le discours de bienvenue, les règles sont annoncées avec les fameuses conditions. Ensuite seulement vient le premier jeu. Ji-hoon sauve un paquet de gens, mais paradoxalement, il sème aussi le doute dans leur esprit, plus de questions que de réponses, tout en leur faisant miroiter une possibilité concrète de victoire, car il y a ce gagnant, là, devant eux. En plus, ce mec, avec sa dégaine de loser et son histoire à moitié racontée, semble banal, peut-être même insignifiant. Et là, leur ego entre immédiatement en jeu. S'il a pu gagner, pourquoi pas moi? Ils se disent qu'ils peuvent largement faire mieux que ce nulos. Et oui, j'ai dit nulos. Et c'est là que réside le coup de maître. En plus, le maître du jeu lâche une bombe. Il a voté rond grâce à Ji-hoon, car celui-ci lui a donné de l'espoir. Mort de rire, c'est tellement vicieux. Il met les mots sur ce que Ji-hoon redoute le plus. Le voilà qui pensait être celui qui allait arrêter les jeux, et il devient finalement leur mascotte. Les votes, quant à eux, servent à bousculer la dynamique des joueurs et des jeux, surtout comparé à la première saison. Par exemple, changer l'ordre des votes peut sembler anodin, mais en réalité c'est essentiel dans le combat psychologique entre Ji-hoon et le maître du jeu. Et là, en vous disant ça, j'ai comme une vague de Death Note à la grande époque, où on était dans la tête de L et de Light, et que c'était l'extase. En effet, faire voter Ji-hoon parfois en premier pour montrer l'exemple, comme quand il choisit la croix au tout début, et à d'autres moments en dernier, alors que tout est déjà décidé et que son vote ne changera rien, mais qu'il reste en accord avec ses convictions, en choisissant de partir. Et ça, c'est génial, on joue avec ses valeurs jusqu'à le pousser à trahir tout ce qu'il croyait défendre dans le final. Et donc, enfin, on y arrive, les jeux. Dans la première saison, tout commençait par l'individualisme et l'instinct de survie. On avait d'abord le Dalgona, puis le jeu spécial qui créait enfin des liens, des groupes, suivis des jeux en équipe, pour renforcer les connexions humaines. Mais ensuite, on les brisait brutalement avec le jeu des billes, où les coéquipiers devaient s'éliminer entre eux. Et le pont de verre, lui, était l'apothéose de l'égoïsme. Alors qu'en saison 2, c'est différent. On commence avec un jeu d'équipe pour créer des groupes, on donne même la parole aux joueurs avant le premier jeu, lors de l'explication des règles, ce qui les
les humanise déjà, et ce passage un peu cringe parfois, comme avec la vieille et son fils qui se disputent, ou encore quand les organisateurs humilient ceux qui protestent en révélant leur nom et leurs dettes, faisant alors de la honte un thème central aussi, au-delà de la simple bassesse humaine. On apprend donc à connaître les nouveaux joueurs, à les comprendre et à compatir à leur destin. Puis viennent les jeux. Le premier vrai défi, celui des 6 jambes, impose une nouvelle énergie. Les équipes s'encouragent même mutuellement. Si une équipe gagne, tout le monde applaudit, et si une équipe échoue, les autres stressent avec eux. Contrairement à la corde dans la première saison, où les gagnants tuaient les perdants. Ici, c'est le temps qui tue, une force arbitraire et implacable. Toutes les équipes peuvent survivre ou mourir ensemble. Ainsi, encore une fois, le traumatisme est moins fort et l'ennemi moins concret. Ensuite, les jeux deviennent plus individuels, brisant peu à peu ces connexions. Mais le concept des votes entre chaque jeu reste le plus brillant. D'abord parce que le choix est binaire, oui ou non, sans place pour l'indécision. Ensuite parce que ces votes s'affichent sur leurs uniformes, divisant les participants en deux camps opposés. Surtout qu'en faisant un choix binaire et en ne pouvant s'autoriser à être indécis, on doit ensuite assumer ce choix et presque le revendiquer. Donc s'opposer encore plus fort à ceux qui ont fait le choix inverse. C'est une manipulation géniale là où dans la première saison, les conflits venaient plutôt de caractère que des idées. Et que dire du dernier jeu, celui du carrousel, il détruit littéralement les alliances et les amitiés naissantes, tout en réduisant le nombre de participants à un maximum de 100, et en exposant même dangereusement la véritable nature du maître du jeu. Mais surtout, le résultat de ce dernier jeu déclenche un vote à 50-50, qui cette fois est orchestré par le numéro 1 qui vote pour faire un ex-aequo, car dans le fond, il aurait pu faire un 51-49 et tout le monde restait. Mais non, son objectif était de provoquer un deuxième vote, menant donc naturellement à un jeu spécial pendant la nuit, qui amorce ensuite le final explosif de la saison. En résumé, ce simple changement de rythme, d'ordre dans l'organisation des jeux, ainsi que ces moments parfois longs et malaisants entre les épreuves, notamment avec les votes et certaines conversations, crée une ambiance bien plus personnelle. Tout mène les joueurs exactement là où le maître du jeu veut qu'ils soient, y compris Ji-Hoon. Celui-ci finit alors par trahir ses propres convictions pour son plan final. En effet, il est finalement prêt à saisir une opportunité quand elle se présente, mais pour ça il va accepter de sacrifier ses camarades qui vont faire la révolution avec lui. Et là, on voit clairement le maître du jeu jubiler quand Ji-Hoon joue son jeu et que ces êtres insignifiants vont tenter de lutter contre le destin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il remporte cette première manche haut la main. On termine même la saison sur un classique All is Lost, prêt pour une suite qui s'annonce encore plus intense, avec même un micro-teasing du prochain jeu, à savoir feu vert, feu rouge, ce qui en vrai est presque exactement comme le 1, 2, 3 soleil, mais là apparemment il y a 2 poupées. Et donc l'épisode final de cette demi-saison a été aussi surprenant que palpitant, contrairement au simple jeu et aux bagarres animales entre joueurs que l'on avait vu jusque là, cette fois un groupe s'organise et frôle de très près l'idée de véritablement renverser l'ordre établi sur l'île. Il passe même à 2 doigts d'éliminer le chef des carrés, celui responsable du trafic d'organes que l'on déteste depuis le début, surtout qu'en plus là aussi il a changé de voix dans la 2e saison, et d'ailleurs à ce moment j'ai cru que le maître du jeu allait les laisser faire pour punir son employé désobéissant. Mais non, heureusement ça aurait été bien trop simple. À la place, il leur laisse entrevoir une victoire possible, une lumière au bout du tunnel, pour finalement écraser cette lueur d'espoir d'une main froide et implacable. Son retour en tant que maître masqué après avoir feint sa mort a été un véritable coup de théâtre. Et oui, on pouvait s'y attendre après la mascarade du vieux en saison 1, mais ça reste vraiment choquant et fort narrativement. Ji-Hoon, qui s'est levé en véritable héros dans cette saison, voit ses ailes brûlées par un ennemi implacable. Sa défaite n'est pas seulement physique, elle est psychologique et existentielle. Il croyait avoir le contrôle, mais chaque étape de son plan a été retourné contre lui. Véritable génie, ce maître du jeu, ancien joueur devenu gagnant puis architecte des horreurs, atteint ici une stature quasi machiavélique. Et le pire, c'est que l'histoire qu'il raconte sur son passé de joueur est fascinante, et même apparemment vraie. Mais, détail intéressant, il ne révèle pas son vrai nom. Quand Ji-Hoon tique en entendant son nom, j'ai cru, un instant, qu'un twist final allait révéler qu'il avait compris que le numéro 1 et le maître des jeux ne faisaient qu'un. Sauf que c'était pas le même nom. J'ai décidément beaucoup de mal avec les noms coréens, et apparemment je suis pas le seul. Mais non, pas de victoire annoncée ici, juste une attente frustrante et insoutenable pour la suite. Et donc, sa crise de nerfs pendant le jeu des 6 jambes. Je pense qu'il y avait du vrai dans son explosion, mais aussi une part de comédie. Par exemple, s'il a positionné son équipe en dernier, ce n'était pas un hasard. En cas d'échec, les soldats rouges auraient tué tout le monde, sauf lui. Il aurait pu reprendre sa place, ni vu ni connu. Sauf qu'au dernier moment, il choisit de sauver Ji-Hoon et les autres, avec son fameux coup de pied légendaire. Et pourquoi? Parce que son but n'est pas encore d'éliminer le héros. Il lui sauve même la vie à d'autres reprises après, mais seulement de lui prouver que les joueurs sont prêts à tout pour survivre, et surtout pour faire du fric. Sa petite mise en scène où il feint sa propre mort pour revenir masqué était aussi choquante que magistrale. Il ne cherche pas seulement à détruire Ji-Hoon mais à lui inculquer une leçon cruelle. Dans ce système, même les plus désespérés trouvent une raison de continuer, quitte à sacrifier tout ce qu'il leur reste d'humanité. Et tout ça, encore une fois, pour du fric.
Et le pire, c'est qu'il réussit, Ji-hoon retiendra clairement la leçon. Il est ici réduit à néant, brisé par la culpabilité, particulièrement après la mort brutale de son meilleur ami, une mort provoquée directement par le maître des jeux, sous ses yeux, mais dont il est personnellement responsable. Et donc cette dichotomie entre Ji-hoon, héros brisé en quête de justice, et le maître des jeux, génie manipulateur au cynisme absolu, semble désormais au cœur du récit. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Ji-hoon n'est plus seulement un survivant, ni un ancien gagnant, ni un héros. Il est à présent une figure tragique, hantée par ses échecs et la mort de ses amis. A l'inverse, le maître incarne la victoire glaciale d'un système corrompu qui semble inébranlable. Leur affrontement final promet donc d'être titanesque, et surtout imprévisible je pense. Surtout que c'est certain, le maître n'en a pas fini avec Ji-hoon, il ne va pas lui faire l'honneur de mourir maintenant, je suis persuadé qu'il sera renvoyé dans le dortoir avec les autres, notamment le jeune lâche et la femme trans qui sont eux aussi revenus juste à temps. Et en plus, maintenant que la majorité de ceux qui votaient pour quitter les jeux sont morts, massacrés durant la révolte ou éliminés pendant la nuit, la question des votes n'aura plus autant de poids pour la suite. Ji-hoon, donc accablé par la culpabilité et probablement prêt à en finir, devra reprendre la partie. Et son suicide en jeu sera selon moi l'un des premiers grands enjeux de la suite. Ses camarades devront probablement le soutenir psychologiquement pour qu'il puisse continuer à se battre, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres, et ainsi retrouver un peu de sa stature de héros acquise dans cette saison 2. De plus, la série pourrait aussi approfondir d'autres personnages secondaires clés. Le jeune flic, toujours à la recherche de son frère, devra bientôt faire un choix. Aider Ji-hoon ou rester dans l'ombre de son frère. Et ce dilemme pourrait d'ailleurs sceller définitivement son sort. S'il ne prend pas vite une décision, c'est son grand frère qui en prendra une définitive cette fois-ci. Et au-delà de la mort du meilleur ami, une autre perte pourrait bien être au cœur de l'intrigue de la prochaine saison, celle du père de la petite fille malade. Cet artiste du parc dont la fille admirait tant le lapin rose, devenu sniper parmi les soldats rouges. Car, évidemment, ce personnage n'a pas été introduit par hasard, tout comme l'histoire de la maladie de Ji-hoon dont je parlais au tout début, qui aura forcément un sens plus tard. Cette construction narrative autour de cette relation avec la fille et la mort du père annonce probablement un dilemme moral encore plus fort pour la soldate au triangle. J'en suis convaincu, elle qui suit les règles mais qui montre des éclats d'humanité jouera un rôle clé dans la suite. Elle pourrait basculer, remettre en question le bien fondé des jeux ou même devenir une alliée capitale pour Ji-hoon. Son évolution sera à coup sûr fascinante à suivre car elle porte sur ses épaules un poids très symbolique, celui de l'héritage laissé par le père de la petite fille mais aussi celui d'un espoir, fragile mais bien présent, d'une humanité au sein de cet enfer. Toutefois, attention, on connaît le showrunner, avec une vision aussi cynique de la société et une tradition coréenne des dramas qui ne garantissent pas forcément de happy ending, il est tout à fait possible que Squid Game se termine sur une note encore plus sombre que la première saison. Une victoire totale, évidemment, on aimerait y croire, mais à quel prix? Les sacrifices, les dilemmes moraux et les trahisons ne feront qu'empirer dans la suite, et si Squid Game choisit de ne laisser aucune lumière au bout de son tunnel, ça pourrait bien marquer encore plus l'histoire des séries. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette analyse vous a donné matière à réflexion, dites-moi en commentaire quelles sont vos théories pour la suite. Pensez-vous que Ji-hoon a encore une chance de renverser les jeux? Le maître en véritable stratège a-t-il déjà anticipé la suite de leur affrontement? Et surtout, quel rôle joueront les autres dans tout ça? La soldate au triangle pourra-t-elle être la clé de la victoire de Ji-hoon? Croyez-vous encore en une issue heureuse pour lui et ses alliés, etc. etc. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines analyses et autres vidéos, et partagez-la pour aider la chaîne à grandir toujours plus. Merci d'avance et à très vite sur Anakaland. Bye!